mouvement pour la paix. Un mouvement pour la paix. Oui, effectivement, c'est bien des questions auxquelles on est toujours tous confrontés, enfin tous ceux qui essayent d'agir dans ce sens-là, c'est que les médias répercutent de manière plus importante tout ce travail-là. Et déjà, les questionnements que ça pose, puisque ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ces questionnements ne sont jamais abordés. Donc, bien évidemment, il n'y a pas non plus beaucoup de débat qui est organisé, ni au niveau des médias, ni tellement au niveau du Parlement. Les réels débats qui sont organisés au niveau du Parlement, c'est sur l'augmentation du budget, combien c'est toujours présenté, et on l'a vu surtout ces derniers temps, sur le registre de l'apport. En fait, ce qui est toujours mis en avant, et notamment surtout depuis la guerre en Ukraine, c'est sur l'apport de l'ennemi, l'apport de l'autre, que la France pourrait envahir. Et c'est vrai que si on ne prend pas le temps de décortiquer un peu plus, face à l'apport, on n'est plus dans le rationnel, on n'est plus dans le débat au vrai sens. Par rapport à l'apport, nous tous, hein, moi y compris, par rapport à l'apport, le premier réflexe, c'est de dire il faut se défendre, il faut s'armer, il faut renforcer, il faut que la police soit plus forte, que l'armée soit plus forte, etc. C'est un peu plus compliqué de prendre le temps de décortiquer, de prendre un peu de recul, de savoir quelle est la principale menace, quel est le rôle de la France, ce que je vous disais par rapport à ce conflit Ukraine-Russie, non seulement on vend des composants, mais on continue d'acheter beaucoup à la Russie, donc d'entretenir l'appareil militaire russe à travers les achats notamment de gaz qui restent encore trop importants. La France et l'Union européenne ont pris des sanctions. Mais il y a un domaine, par exemple, sur lequel il n'y a eu aucune sanction de prix. On est au 14e ou 15e train de sanctions prix. C'est sur le nucléaire. Parce que il y a, dans le cadre des accords pour faire fonctionner les centrales nucléaires, ça coûte moins cher d'acheter l'uranium à la Russie que de nous-mêmes se relancer, que la France se relance dans un processus. Et donc, on n'a pas pris de sanctions. Mais à un moment donné, il y a une nécessité de cohérence et une nécessité de débat, parce que ça ne fait pas débat. Bon, Greenpeace, si, a essayé de mener des campagnes là-dessus, mais face à l'apport, les gens ont du mal à prendre le temps de réfléchir. Et je crois que c'est quelque chose qui joue beaucoup. Outre, l'opinion publique a toujours été habituée à des discours sur si la France, le rôle de la France est toujours défensif, c'est d'aider les démocraties, c'est un rôle positif, on respecte le droit international, etc., qui est asséné à longueur de temps, et donc au bout d'un moment, ça rentre dans la tête des gens. Il y a un élément aussi, c'est sur le contrôle des médias, bien évidemment. Bon. Que notamment le Figaro, par exemple, soit aux mains d'Assaut, ne favorise pas que ce journal-là ouvre le débat, que l'essentiel des journaux soit de plus en plus contrôlés, notamment l'Empire Bolloré, etc., où avant c'était la famille Lagardère, enfin bon, qui était aussi patron d'une entreprise d'armement. Enfin, ça ne facilite pas à qu'il y ait un véritable débat qui puisse s'installer. Et c'est toute cette difficulté qu'on a pour ouvrir le débat en France. Et donc, du coup, pour parler des différents mouvements qui agissent sur ce domaine-là. Oui, je voulais vérifier les informations. La France livre des armes à Israël. Non. Ouais. Les composants. Oui, c'est vrai que j'ai peu abordé la question d'Israël, mais on a eu une étude, là, il y en a une sur la table, on a beaucoup travaillé dessus. La France, par rapport à Israël, sans remonter toute
toute l'histoire, a été le premier partenaire militaire d'Israël au moment de la création de l'État, en lui vendant non seulement des armes tout près, mais aussi des usines pour fabriquer des armes et un réacteur qui a permis à Israël de construire la bombe dans une véritable coopération. Parce que la France, dans les années 60, avait quelques difficultés au niveau de fabriquer sa bombe. Et les ingénieurs israéliens, dont certains avaient participé au programme Manhattan de fabrication de la bombe d'Hiroshima, enfin la bombe américaine, donc avec quelques connaissances, et ont échangé avec la France, au point même que Israël est le seul État qui n'a pas fait d'essai nucléaire parmi les puissances nucléaires, parce que ce qui permet de savoir qu'un État est capable possède la bombe, c'est quand il a fait un essai nucléaire. Israël n'en a pas fait. Mais des ingénieurs israéliens étaient présents quand la France faisait ses essais nucléaires au Sahara. Et donc engrangeait des données comme les ingénieurs français, au même type, sur un pied quasi d'égalité entre les deux. Donc on a un rôle, mais à partir, après donc De Gaulle, dans les années en 67, a décidé un embargo, non pas parce que, comme c'est souvent présenté, parce qu'il avait peur d'Israël, mais pour rééquilibrer les relations de la France avec le Moyen-Orient, et notamment par rapport aux enjeux du pétrole. Et c'est pour ça qu'il a réduit la coopération avec Israël au niveau militaire, dans un souci, entre guillemets, d'indépendance, mais de pouvoir négocier avec les pays du Moyen-Orient, qui sont devenus nos principaux acheteurs au niveau militaire, et qui le sont toujours encore. Suivant les années, même certaines années, ça monte jusqu'à 3/4, mais la moyenne, c'est à peu près 40% des armes vendues actuellement, qui sont aux différents pays du Golfe, là où on récupère le pétrole, où on achète le pétrole. Donc, la coopération a été réduite, mais elle a repris à partir de Mitterrand, mais sous une forme totalement différente, où on vend des composants. C'est vrai que la France ne vend plus d'armes prêtes à l'usage, de munitions, d'armes prêtes à l'usage, mais elle vend des composants et surtout, elle est dans des programmes d'échange de savoir-faire, donc des coopérations au niveau des labos de recherche, au niveau universitaire avec Israël, parce que, là encore, la France avait pris du retard dans certains domaines militaires. Vu le coût de la bombe, elle ne pouvait pas investir dans tous les domaines qui se développaient au niveau militaire, et elle avait pris du retard dans tout ce qui est les technologies des drones, qui datent des années 70, ce n'est pas quelque chose de récent, même si on en parle beaucoup maintenant. La France avait fait l'impasse dessus. Et tout ce qui était automatisation, tout ce qui est informatisation, la France était en retard par rapport au développement qu'avait connu Israël. Et c'est là-dessus, sur ces technologies-là, qu'il y a eu des échanges de savoir-faire. C'est-à-dire qu'on a acheté, la France a acheté notamment à Israël, la technologie des drones. Et donc maintenant, après, elle l'a développée pour elle-même. Après, bien évidemment, après les ingénieurs, ils ont démonté les drones et ils ont construit des drones français. Mais au début, on l'a acheté à Israël. Des technologies qui avaient été développées sur le dos des Palestiniens, pour aller vite, évidemment. Et on continue aujourd'hui. Donc, au niveau des informations en termes de valeur, pour se rendre compte, il y a des rapports qui sont publiés tous les ans sur le commerce des armes et depuis quelques années sur les composants à double usage. Au niveau du matériel strictement militaire, qui rentre dans les catégories du matériel militaire, les ventes à Israël sont en moyenne annuelle de 20 millions d'euros. Les ventes de composants double usage, donc civils et militaires, sont de 193 millions d'euros. Pour 2023, pas encore les chiffres 2024. Voilà, ça donne tout de suite, alors que les années précédentes, sur les deux composants, on était autour de 30 millions, 34 millions, et
2023, on est passé à 193 millions. Il y a une certaine presse qui ne parle pas très souvent de la France-Afrique. Actuellement, il y a certains pays qui se sont émancipés un peu de la France-Afrique, mais la France est en train de fournir des armes aux bandes djihadistes. Désolé, je n'ai pas vraiment compris. Je suis un peu. Mais peut-être venez le dire. Je dis, on ne parle pas assez de la France-Afrique. Ah, France-Afrique. Ah. Avec la vente des armes aux Et il y a certains pays comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso qui se sont émancipés, le Sénégal aussi. Mais maintenant, ils ont affaire à des bandes d'intégristes et la France, selon une certaine presse, elle fournit des armes à ces intégristes. Oui, oui. Non, c'est vrai que je peux parler des relations de la France avec les différents pays d'Afrique, du rôle qu'elle a joué. Elle a joué un rôle extrêmement important, qui est plutôt en perte de vitesse, effectivement, parce que les pays, ont mis, oui, on peut le dire comme ça. Ça demanderait, faudrait prendre pays par pays, mais il y a une réduction de la présence militaire française dans les différents pays, remplacée par la Russie, de nombreux pays, par la Chine aussi, où la France avait développé cette coopération militaire au lendemain des indépendances, là aussi pour garder sous le joug ces pays-là, pour pouvoir en extraire, en profiter, parce que je crois que c'est vraiment le terme qu'il faut utiliser, d'exploiter ces pays, notamment au niveau des terres rares, au niveau d'un certain nombre dans différents domaines, et que la concurrence internationale se fait jour, et là-dessus, pour le moment, la France est plutôt en réduction, pas de son plein gré, bien évidemment, mais parce que ces pays-là veulent se développer en dehors, ou veulent avoir une indépendance vis-à-vis de la France, qui avait un rôle qui n'était pas un rôle d'égal à égal comme on peut avoir dans des transactions qui seraient normales, Ils veulent exploiter mais eux-mêmes d'exploitation. leur richesse. Ils veulent exploiter eux-mêmes leur richesse. Oui, moi je trouvais très intéressant toutes les informations que vous avez données, les perspectives à travers les organismes. J'ai une question que je me pose. Quelle est notre capacité d'initiative en tant que citoyen déjà, et quelle est la souveraineté de la France dans ce débat sur les armes, les armements, les négociations, etc.
que normal. Alors, c'est vrai qu'il faut distinguer un peu les différents niveaux. Moi, je crois qu'il faut être bien sûr modeste et pas non plus naïf sur certaines choses, mais il faut voir d'où on parle. Et souvent, on mélange un peu d'où on parle. Si on parle de notre point de vue en tant que citoyen, qu'individu, qu'association, etc., du point de vue des élites qui quelque part, nous exploitent, nous dominent. Et on a du mal, des fois, à distinguer les deux, parce que la France, c'est quoi, c'est qui, et c'est des questions qu'il faut se poser. Et donc, là où est notre intérêt en tant qu'individu, et de comment on peut agir. Parce que, bien évidemment, la France, en tant qu'entité, c'est quoi? C'est les grands groupes économiques, industriels, c'est les élites politiques, c'est nous en tant qu'individus, avec qui on doit travailler. Est-ce que c'est la France, en tant que France contre l'Allemagne, contre l'Italie, pour prendre des exemples, mais ou au contraire essayer de travailler en tant que société avec les sociétés équivalentes dans les autres pays de façon à réduire le poids du militaire, derrière, c'est toutes ces questions-là qui se posent. Moi, effectivement, bon, c'est les hasards qui font que je suis né en France, ou j'aurais pu être né dans un autre pays, comme chacun d'entre nous, ailleurs. Si j'agis, c'est pas par rapport en tant que France, en tant que telle. C'est bien en tant qu'individu, à l'égal de tous les individus qui ont chacun le droit aux mêmes besoins, aux mêmes services. Et donc, c'est dans cette contradiction-là qu'on se retrouve chaque fois pour lutter. C'est pour ça que je vous disais à un moment, la France, elle vit au-dessus de ses moyens, on en bénéficie, c'est évident, mais il faut en avoir conscience pour pouvoir essayer de faire en sorte que la France ne soit plus une nation qui fasse de la prédation ailleurs, même si, au risque qu'il y ait un plus grand partage qui soit fait, qu'il n'y ait pas une augmentation, pas être dans la logique sans arrêt d'augmenter nos revenus, notre niveau de vie. C'est effectivement, ça renvoie à toutes ces questions-là. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aussi se lutter en interne, parce que tous les sujets sont liés, même si après, à un moment donné, on prend un sujet pour essayer de le faire avancer, tous les sujets sont liés au niveau interne pour réduire les inégalités à l'intérieur de la France, puisque bon, le niveau des inégalités, il est extrêmement important, et la cause première des guerres ou des conflits, c'est effectivement les inégalités, mais qui sont à la fois au niveau national, au niveau européen, au niveau international. Et la France, actuellement, qu'est-ce qu'elle joue au niveau européen? C'est justement le fait d'être une puissance militaire, et notamment nucléaire. Elle essaye de prendre le leadership, que l'Europe devienne une puissance militaire forte, au détriment, entre guillemets, des Américains, qui, c'est eux qui assurent l'essentiel. Ce sont je n'ai plus le chiffre précis en tête, mais c'est plus de 60% de l'armement des pays européens, c'est 64% si ma mémoire est bonne, qui proviennent des États-Unis. Elle essaye de prendre la place des États-Unis, mais est-ce que c'est ça qu'on veut, nous, en tant qu'individus? Et c'est dans ces contradictions-là qu'on a des marges de manœuvre à jouer, enfin à utiliser, parce que ce n'est pas vraiment un jeu, pour pouvoir essayer de faire avancer la sécurité collective, en faisant diminuer le poids du militaire. Et c'est vraiment difficile. Et c'est ça qui rend aussi difficile ce combat-là, qui fait que... parce que c'est dans cette contradiction-là qu'on se retrouve.
au 22 juillet, le salon du Bourget, qui est le salon de la c'est la vitrine française, mais aussi c'est la vitrine de l'armement. Et il va y avoir à ce salon 9 entreprises d'armement israéliennes. Quand je parle d'hypocrisie, un pays qui est condamné pour crimes contre l'humanité, pour le génocide, va pouvoir exposer ces armements au salon du Bourget. C'est quand même, comment dire, particulièrement révoltant. Et bien là aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, je ne sais pas combien, plus d'une centaine d'associations, peut-être Patrick va nous en dire. Il y a quelques mots qui se mobilisent pour demander à Macron d'interdire. Qu'est-ce qu'il a dit, la jeune Netanyahou? On va au salon du Bourget parce que le président Macron nous y autorise. Nous y autorise. Donc on voit bien les tout langage qui s'exerce. Eh bien moi, mes propositions, je vais envoyer au préfet une lettre demandant, c'est la FPS, l'association France-Palestine Solidarité, qui l'a publié sur son site, donc on espère que de partout, dans tous les départements, on puisse saisir les préfectures et le préfet en disant intervenez auprès de Macron pour qu'il interdise la présentation et la présence de 9 entreprises d'armement, peut-être qu'il y en a plus, je ne sais pas, peut-être vous nous direz là-dessus. Donc il y a des moyens citoyens qu'il convient d'être en œuvre. Oui, c'est un peu pour ça que je vous ai parlé du réseau de surveillance des entreprises d'armement qui se met en place. Et par rapport justement à Israël, donc la France organise tous les 2 ans, 4 salons différents d'armement, 2 par an. Des salons qui sont effectivement très cotés au niveau international. Enfin, c'est parmi les plus grands salons d'armement. Il y en a un sur l'armement terrestre, un sur l'armement aéronautique, un sur le naval et un sur le Minipol, sur le matériel militaire et de police. Donc il y en a 2 par an. Et donc depuis l'offensive sur Gaza, il y a une campagne qui a été initiée à la demande des syndicats palestiniens, d'une trentaine de syndicats palestiniens qui ont demandé à tous leurs homologues dans les différents pays de faire en sorte de se battre pour qu'il n'y ait aucun composant, aucune arme d'un autre pays qui atterrisse à Israël. Cette campagne, donc c'était en 2023, cette campagne en France a été mise en place très rapidement, parce que c'était vraiment tout de suite après le début du conflit que cet appel a été lancé, et quelques semaines après, des syndicats, des individus en France se sont emparés. C'est la campagne Stop Arming Israël, et donc où ils font régulièrement, toutes les semaines, alors essentiellement autour de Paris, mais ça se fait aussi dans d'autres villes, notamment à Marseille de manière régulière, à Lyon pas de manière régulière, mais toutes les semaines, d'aller devant les entreprises d'armement pour aller distribuer des tracts, pour interpeller, pour rentrer en discussion avec les salariés. C'est pas juste pour distribuer un tract, mais c'est de rentrer en discussion déjà pour s'informer, pour savoir ce qui se passe dans ces entreprises-là, dans les unités suivant où ils sont, et puis qu'il y a un dialogue qui s'engage de façon à ce que les syndicats aussi puissent interpeller leur direction sur cette question-là. Et donc, par rapport au salon, il y avait donc sur 2024, il y a eu 2 salons qui se sont tenus en 2024, le salon Eurosatori sur le matériel terrestre et le salon Euronaval sur le matériel militaire naval, comme le nom l'indique. Et pour ces 2 salons, il y a eu une campagne de lancée, quelques semaines, quelques mois avant, qui a permis d'obtenir que l'interdiction de la présence d'armements israéliens, enfin d'industriels israéliens dans ces salons-là, et dans ce qu'on a pu lire, parce que bon, on n'est pas dans
secret des dieux, mais les Israéliens, les industriels militaires israéliens, n'ont vraiment pas apprécié d'être interdits. Surtout qu'ils ont été interdits quelques jours avant leur présence. Donc, outre le fait qu'ils avaient tout préparé pour être là, mais ces salons-là, c'est pas là où se négocient vraiment les contrats, mais c'est des moments importants d'échange entre le monde militaire, j'ai envie de dire, comme peut l'être comme peut l'être le salon de l'automobile ou le salon, n'importe quel salon professionnel. C'est un temps fort de ce monde-là. Et ils étaient vraiment pas du tout heureux d'être mis sur la touche, d'être bannis de ces salons-là. Parce que c'était donner un signal à tout le monde que Israël n'est pas le bienvenu. Et par rapport au Bourget, donc cette campagne a été relancée, celui qui va se tenir du 16 au 19 juin. Et on saura demain d'ailleurs, il y a eu des plaintes déposées auprès de l'organisateur du salon, qui est une société, mais qui est une société dépendante de l'État français, du ministère de la Défense, le GIFAS et le COGES, qui organisent ces salons, pour pouvoir interdire la présence d'Israël au regard des textes internationaux, notamment sur la prévention du génocide, etc. Donc on saura demain si ça sera interdit. Mais l'autre fois, la campagne, il n'y avait même pas eu besoin de recours à la justice. C'est le pouvoir politique, c'est Macron qui, une semaine ou 8 jours avant, avait dit on interdit aux entreprises israéliennes d'être présentes. Pour le salon Euronaval qui avait lieu au mois de novembre, c'était l'inverse. C'est les entreprises qui ont fait un recours juridique sous prétexte de liberté du commerce, notamment, donc de ne pas leur interdire leur présence. Ils ont obtenu gain de cause au niveau du tribunal, mais juste le jour de l'ouverture, et donc ils n'avaient plus le temps d'installer leur matériel, et donc n'ont pas pu être présents. Mais pour le Bourget, pour le moment, on ne sait pas ce que décidera le tribunal. Pas du tout sûr qu'il accorde l'interdiction, ce serait même plus de chances que ce soit le contraire. Mais en même temps, devant le salon est prévu des manifestations. Après, tout dépendra, c'est toujours, comme vous l'avez bien dit, une question de rapport de force. Et c'est bien là toute l'importance d'être le plus nombreux possible à se mobiliser, parce qu'on peut le faire à tous les niveaux. Bon, bien sûr, c'est mieux quand c'est collectif, dans des associations qui ont déjà un peu de pratique, etc. Mais même nous, au niveau individuel, on peut faire des choses pour rendre visibles les questions qu'on se pose. Ne serait-ce qu'en interpellant nos parlementaires, puisqu'on les a élus, celui qui a été élu, ce n'est pas forcément celui pour lequel on a voté, mais n'empêche, ils sont censés nous représenter. Après les élections, on va rarement leur demander des comptes. Qu'est-ce qu'ils font de notre voix? Puisqu'ils sont représentants de notre voix, au milieu de toutes les autres. Mais on ne va jamais, très peu, les interpeller. Ils ne sont pas habitués à être interpellés. Souvent, après, ils sont tranquilles pendant les 5 ans de leur mandat, à faire ce qu'ils veulent. Et ils ne font pas forcément, voilà, alors qu'ils disposent de notre voix. Donc ça, c'est vraiment important de les interpeller régulièrement. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Au niveau des médias, on se plaint que les médias ne répercutent pas. Mais combien de fois, mais moi le premier, on envoie un courrier des lecteurs pour dire « mais il y a des sujets que vous ne traitez pas. Pourquoi vous ne les traitez pas? Nous, on aimerait que vous traitiez telles choses. » Ça aussi, ça a de l'efficacité si on est nombreux à le faire, comme toujours. Mais pour être nombreux, il faut déjà que on se dise qu'on peut le faire et qu'on n'attend pas que les autres le fassent pour commencer à le faire. Ça, c'est des choses qu'on peut faire au niveau individuel comme collectif. Et c'est donc, c'est toujours, il n'y a jamais une solution, il n'y a jamais un seul élément qui fera que les choses vont bouger. C'est la multitude des actions qu'on peut mener
au niveau individuel et au niveau collectif qui feront que les choses vont changer, dans ce domaine comme dans les autres, hein, bien évidemment. La conférence, elle est sur ce domaine et c'est sur ce domaine que j'insiste. Mais c'est vraiment la multitude des actions qu'on peut mener au niveau individuel comme collectif qui ont de l'effet. On minimise souvent les effets que peuvent avoir nos actions. Parce qu'on n'en voit pas les résultats immédiats. Et c'est vrai qu'on ne les voit pas immédiatement, les résultats. Surtout sur ces domaines-là. Je vous dis, quand on commence à discuter collectivement pour obtenir un traité, on met 10 ans pour l'obtenir. Donc c'est vrai que nous, individuellement, en 10 ans, on a le temps de se lasser et de passer à autre chose. Et c'est humain. Mais en même temps, collectivement, en 10 ans, on peut obtenir des résultats. Et en France aussi, il y a eu des évolutions. Pour donner des évolutions plus françaises qui sont liées de la mobilisation, avant, on n'avait aucune. Jusque dans les années 2000, on ne savait pas ce que la France vendait à l'extérieur comme matériel militaire. Il n'y avait aucun rapport qui était donné même aux parlementaires, qui sont chargés d'assurer le contrôle de l'action du gouvernement. Il ne faut pas quand même l'oublier. Ils n'avaient aucun élément. Donc, on ne peut pas discuter, on n'a pas d'information. Donc, on a obtenu, comme diront les différentes associations, on a obtenu qu'il y ait un rapport tous les ans qui détaille pays par pays ce que la France vend. Ce n'est pas encore parfait, il faudrait qu'on détaille aussi le type de matériel, puisque suivant le type de matériel, quand la France vend des pneus pour des chars, ça prend le même rôle que si elle vend des canons ou certains types de munitions, je suis bien d'accord. Mais ça a été obtenu. Le Parlement, jusqu'à présent, n'avait aucun rôle dans les exportations d'armes. Suite à la guerre au Yémen, aux interpellations qu'il y a eu sur le rôle de la France de vendre des armes aux Émirats, etc., a été mis en place une commission parlementaire chargée d'examiner les contrats. Alors, a posteriori, pas avant, elle n'est pas impliquée dans la décision d'accorder tel ou tel contrat. Mais c'est un premier pas. Bien sûr que ça a mis du temps pour l'obtenir, mais c'est un premier pas de l'implication des parlementaires dans les exportations d'armement qui sont faites en notre nom. Donc cette commission a démarré ses travaux là, il y a à peine un mois, hein, parce qu'après la dissolution, etc., il y a eu un peu de cafouillage, mais elle a été mise en place, elle va auditionner des ONG, puisque donc, il y a des ONG qui vont être auditionnées la semaine prochaine. Elle sera chargée d'examiner les différents contrats. Donc là encore, ça nous offre des appuis, parce que s'ils reçoivent plein de courriers leur demandant mais pourquoi la France a vendu des armes à tel pays, ils seront obligés de se poser la question. Si bien sûr personne ne les interpelle, ce n'est pas eux qui par eux-mêmes vont interpeller le gouvernement sur tel ou tel aspect. Mais si nous, on va les interpeller, bien sûr qu'après ils pourront relayer nos interpellations. Et c'est comme ça que se construit ce rapport de force, et c'est comme ça que chacun d'entre nous peut agir individuellement et collectivement à travers les associations dans lesquelles on est. Il reste deux questions, puis après, Viviane. On a bien compris qu'on peut examiner plusieurs fois la quantité d'armes nucléaires sur Terre, on peut la répondre. Alors, je pense que Pierre est parti sur Thalès. Je crois que c'est important aussi ça. Parce que c'est 100 000 emplois. L'industrie d'armement en France, c'est 100 000 emplois. C'est aussi une limite syndicaliste. Donc, bien évidemment, l'emploi des gens, ça
Oui, non, parce que de toute façon, j'ai déjà en partie répondu sur ces éléments-là. C'est évident qu'on sous-estime, mais vraiment j'insiste là-dessus parce que je crois que dans toutes les... Bon, on fait quand même beaucoup de débats, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. On sous-estime notre pouvoir individuel. Et donc, il faut vraiment se réapproprier notre pouvoir. Il ne faut pas avoir... le sous-estimer et de faire toutes les choses sont utiles. On peut croire qu'effectivement faire un courrier ça ne sert à rien. C'est faux, parce qu'on n'est pas forcément le seul à en faire un, donc d'autres peuvent en faire sans qu'on soit au courant, et effectivement ça a tout à fait un rôle. Et donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut se réapproprier notre pouvoir. C'est comme ça que les choses pourront bouger, ont bougé déjà aussi, parce que sinon, la situation pourrait être bien pire que ce qu'elle est à tout plein de niveaux. Mais il ne faut jamais oublier, parce qu'on peut être tous plus ou moins engagés dans d'autres domaines, parce que tous les domaines d'action sont importants, mais d'essayer de faire des liens entre les différents domaines, parce que tous sont liés, bien évidemment. Et il y a des possibilités, après aussi, de modification. Donc, ce que tu as évoqué par rapport à Thalès et les recherches que certains, à l'intérieur de Thalès, essayent de faire, mais avec difficulté. Parce que, bien évidemment, ils ne sont pas soutenus comme ça par leur direction. Et dans tous les secteurs, c'est la même chose. Et donc, c'est pour ça qu'il faut commencer là où on peut. C'est pour ça, d'où l'importance de créer des petits groupes. C'est ce qu'on appelle de réseaux de surveillance. On aurait pu appeler ça autrement. C'est pas le problème du nom. Mais voilà, pour se réapproprier le pouvoir qu'on possède, d'aller discuter avec les gens. Ce qui manque le plus, c'est de l'échange et du débat. Et c'est pour ça que je suis très content qu'on se déplace et je suis très content d'être là ce soir pour échanger avec vous. Parce que ça devrait se multiplier, ces débats-là. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas simplement au moment des élections, parce que là encore, on oublie pour refaire un parallèle avec les armes nucléaires. Si on élit le président au suffrage universel en France, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays, ce qui n'était pas le cas avant, c'est juste depuis 1962, c'est quand la France est devenue une puissance nucléaire, militaire, et De Gaulle, à l'époque, voulait être élu au suffrage universel pour que chacun lui délègue son pouvoir d'appuyer sur le bouton. C'était vraiment ça. C'était ça la raison qui a fait qu'on est passé au suffrage universel pour l'élection du président. Mais lors des élections présidentielles, on n'en discute pas de ce sujet-là. Alors que quand on met le bulletin, on lui donne le pouvoir d'appuyer en notre nom. C'est pour ça que vraiment les débats sont vraiment importants, parce que ce n'est pas eux, entre guillemets, les élites qui vont les organiser, mais nous qui devons les organiser collectivement le plus largement possible, de façon à pouvoir progressivement faire des actions qu'on peut à notre niveau. Quand on a une usine d'armement, effectivement d'aller discuter avec les gens qui y travaillent, pas pour les accuser, pour leur dire « mais c'est dégueulasse ce que vous faites », parce que c'est pas comme ça qu'on entame un dialogue, bien évidemment, mais c'est de discuter avec eux déjà de savoir ce qu'ils font, comment ils font, pourquoi, etc. Et quelles seraient les possibilités qu'ils fassent autre chose que ça, et de les soutenir s'ils ont décidé de façon à ce que le débat soit posé, mais plutôt que de faire telle munition ou tel composant qui va dans qui a tel rôle dans les armes, est-ce qu'on ne pourrait pas faire d'autres choses qui auraient une utilité sociale en termes d'individus, pas en termes de captation des richesses sur les autres. Voilà, c'est là-dessus que je vous invite, que je nous invite tous, hein, parce que je m'inclus dans cette dynamique-là. Hein, l'observatoire, c'est pas quelque chose extérieur à cette volonté-là
de se réapproprier le pouvoir et d'agir là où on est, là où on peut, en fonction des lieux, des circonstances, des moments. Juste, avant de conclure, un petit mot. Dans les années 70, en Grande-Bretagne, il y a une usine d'armement qui a déposé le bilan et les syndicalistes ont fait des propositions avec l'outil, on pouvait créer des tracteurs. C'est pas d'aujourd'hui, c'est en 1970-71. Oui. Quand les profs et voilà. Donc c'est pour ça. Alors, juste en guise de conclusion, merci à Patrice. Et il y avait bien tout à fait un lien avec les conférences de Saïd, puisque Patrice nous a parlé du rôle de la France et Saïd nous avait parlé du rôle de la France dans la colonisation et par rapport à l'immigration. Donc il y avait bien un lien entre les deux conférences, entre les deux intervenants, je dirais. Bon, et bien maintenant on va se séparer. Avant de se séparer, il y a le verre de l'amitié là-bas. Il y a une table